Et donc on enchaîne sur le programme scientifique et je laisse mon collègue faire l'animation et la présentation de ce programme scientifique. Merci, donc on va changer un peu de domaine et essayer d'illustrer avec deux exemples les réseaux ville-hôpitaux qui peuvent se développer pour les maladies rares. Et donc le premier exemple que nous avons mis à notre programme, c'est celui de la rééducation périnéo-sphinctérienne des troubles défécatoires de l'enfant avec séquelles de malformation anorectale. Et donc c'est une présentation en trio avec Célia Crétol, qui est la responsable du centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares, et deux kinésithérapeutes, Nathalie Hein et Lou Herbin Joré-Guibert, c'est comme ça qu'on prononce, Joré-Guibert. Et donc vous avez la parole. Merci beaucoup. On m'a demandé de me mettre là, mais j'ai l'impression que ça ne passe pas les diapos. Depuis la chaise, si. Je pense qu'il faut que je le mette là. Voilà, c'est pour ça. Ok. Et donc je le mets en grand écran. Non. Voilà. Bonjour à tous. Oui, alors on va changer d'ambiance. Comme m'a dit Véronique Richard en préparant cette journée, là tu nous fais pas rêver avec ton titre. On va changer d'ambiance parce que l'idée c'était de parler de la construction des réseaux ville-hôpital. Et je voulais qu'on partage l'expérience de notre centre de référence et nos 15 ans de tentatives de mise en place d'un réseau de rééducation périnéo-sphinctérienne de l'enfant, à la fois à l'hôpital et en ville, qui est une initiative assez inédite, en fait. Et pour ça, je voulais déjà vous planter un petit peu le décor de ce que c'est que les malformations anorectales. On en a un petit peu parlé ce matin avec Sabine Sarnaki. Et pour dire d'abord aussi que c'est des maladies rares, mais fréquentes, et que je pense, dans son exercice, un certain nombre de pédiatres, si ce n'est tous, ne rencontreront un jour une malformation à ce niveau-là chez un enfant et passeront d'ailleurs peut-être à côté. En tout cas, c'est 350 nouveaux cas qui naissent par an en France, avec des plans thérapeutiques extrêmement variables en fonction de la gravité de l'atteinte, sachant que 70% des enfants ont d'autres malformations associées, ce qui les met dans des parcours de soins extrêmement complexes, et un tiers d'entre eux ont des anomalies très complexes du périnée, qui vont de simplement l'anus antéposé, peut-être c'est un terme que vous avez déjà entendu parler, dont finalement on ne fera pas grand-chose sur le plan chirurgical, mais on donnera beaucoup de conseils, et on en verra peut-être aussi en kiné, à l'absence totale d'anus avec des communications avec les organes adjacents. Alors, un tout petit mot d'embryologie, mais pour que vous compreniez mieux d'où vient cette malformation, on est à 4 semaines de développement, donc extrêmement précoce chez l'embryon, avec une structure commune qui s'appelle le cloaque, qui va se subir ce qu'on appelle une septation pour, en avant, donner les voies urinaires et génitales chez la fille, et en arrière, la partie terminale de l'intestin, et qui va donc former le futur rectum et l'anus. On pense que le bug, si on peut parler comme ça, mais c'est vrai que ça illustre assez bien ce qui se passe, le bug, comme dans l'informatique, se situe à peu près à ce niveau-là, et plus il est précoce, plus il impacte évidemment l'organisation du périnée, plus il est associé à d'autres malformations, puisqu'à ce moment-là, dans le développement, il y avait le cœur, les bras, d'autres choses qui étaient en voie de développement. Donc nous, dans notre centre de référence, finalement, on interagit quasiment avec tout l'hôpital, si je puis dire. Et le mot-clé, je dirais aujourd'hui, le message qu'on va vous transmettre, c'est que, vous voyez à gauche, une anomalie parmi d'autres, où le rectum se déverse en fait dans les voies urinaires chez le garçon, et à droite, cette réparation chirurgicale qui vous paraît totalement anatomique, et qui l'est, puisqu'on fait de notre mieux, avec même, vous avez vu, des robots, et bien finalement, elle ne règle pas tout, cette chirurgie. On a toujours un petit peu un niveau un peu magique de cette chirurgie qui va tout régler.
Et malheureusement, je dirais, on a beau être le meilleur chirurgien du monde, on ne refera jamais ce que Mère Nature n'a pas mis en place, et notamment certaines structures de la défécation, puisque c'est de ça dont on parle. Et on le fait tous de manière très automatique, mais finalement, on sollicite un certain nombre de fonctions quand on va aux toilettes, à la fois l'anatomie qui doit être parfaite, mais également l'action motrice d'un système musculaire qui est extrêmement complexe, et à droite, à titre indicatif, l'ensemble des innervations qui sollicitent le muscle, les nerfs sympathiques, parasympathiques, différents niveaux de nerfs issus de la moelle épinière, la sensibilité locale, on va aux toilettes parce qu'on l'a ressenti, et puis les nerfs périphériques, la moelle épinière et le cerveau. Tout ça est un système extrêmement complexe avec une coordination. Parce que quand la selle arrive, en fait, il y a un réflexe recto-anal qui va s'inhiber et qui va permettre le passage et qui va ensuite stimuler l'évacuation. Tout ça se faisant sous la fonction aussi volontaire de ce qu'on a appris autour de l'âge de 3-4 ans. Et donc, si on revient à notre problème de malformation anorectale, eh bien, finalement, un certain nombre de fonctions sont perturbées par essence, je dirais, parce qu'elles ont été mal formées, et notamment ces fameux lévators, c'est-à-dire les muscles sphinctériens, et toutes ces sangles, on parle de plancher pelvien, mais c'est vraiment un plancher musculaire qui va être complètement perturbé, et on aura beau être, encore une fois, le meilleur chirurgien, ce qu'on n'a pas comme matière à reconstruire, on ne pourra pas le reconstruire. Et il y a également des structures internes, comme le sphincter anal interne, qui est souvent très malmené dans ces malformations, et la sensibilité locale, d'où l'importance aussi de travailler en partenariat avec des experts et des spécialistes qui vont pouvoir quand même essayer d'aller stimuler, je dirais, cette sensibilité défaillante. Alors, quelques exemples, simplement pour voir de quoi on parle. Je vous parlais d'un large spectre. Cette fistule, cet orifice, il est absent dans certains cas, avec un rectum qui se jette dans les voies urinaires à différents niveaux. Il peut être plus ou moins présent, un petit peu comme sur la photo, une ébauche. Ça, c'est chez le garçon, et chez la fille, on a la même chose, jusqu'à ce qu'on appelle le cloaque, la persistance du cloaque, où il ne s'est rien passé, et tout s'est figé à 4 semaines de développement, comme on l'a vu tout à l'heure, et il ne s'est plus rien passé, et tout communique chez la petite fille avec une reconstruction, évidemment, vous imaginez, extrêmement complexe du périnée, et donc des séquelles qu'il va falloir rééduquer. Quand on regarde la littérature, il y a un article très bien fait de 2014 où on voit ici, c'est les sensations rectales, les dysfonctionnements rectaux, les soilings, c'est-à-dire les souillures, et les accidents de selle, c'est-à-dire des drames, imaginez, sociaux, qui surviennent comme ça de façon inopinée. Et bien finalement, quand on regarde, il y a près de 70% des enfants opérés d'une malformation anorectale qui souffrent de souillures permanentes et des fecal accidents, donc c'est presque plus de la moitié qui souffrent de ce type d'accident d'enfants opérés. Et ça, c'est un article publié par une équipe finlandaise qui est une des références mondiales en la matière. Donc, en conclusion de cette première partie, il y a 2 formes de patients, ceux qui ont des formes très hautes, qui sont survenus très précocement dans le développement, qui sont des incontinents vrais, je dirais, et des enfants chez qui on va développer des traitements à type de lavement, on ne va même pas les envoyer en kiné parce qu'on sait qu'il n'y a rien à rééduquer, finalement. On a reconstruit une filière, mais il va falloir faire autrement pour les rendre propres. Et je fais exprès de ne pas dire continent, mais c'est propre, parce qu'il n'y a pas d'action finalement possible chez eux. Il y a une partie de ces enfants qui vont être sur un mode un peu de rétention, et cela, la kiné peut les aider. On va voir éventuellement comment. Et puis il y a les formes basses, et eux, c'est plutôt les candidats idéaux pour rééduquer, puisque c'est des enfants qui ont une belle reconstruction, qui ont un sphincter, qui ont une sensibilité correcte, mais chez qui manque la mentalisation, je dirais, de leur périnée, ce qu'appellent les psychologues la psychogénèse anale. Et ça, c'est tout le travail qui va être fait par les rééducateurs, les kinés spécialisés, qui vont permettre, donc dans cette population, cette sous-population, de prendre conscience d'une certaine manière de leur périnée et d'apprendre à le faire fonctionner. Alors, où ça se situe dans le temps ? Il y a plein de transitions. On parle de la transition ado-adulte, mais dans une vie d'enfant et d'adulte, il y a plein de transitions, notamment l'entrée en maternelle, qui est un enjeu, évidemment, vous imaginez bien, extrêmement important pour ces enfants. Ce n'est pas tant là qu'on va pouvoir agir, parce que l'enfant, il n'a pas la maturité possible encore pour vraiment s'approprier son périnée, je dirais. C'est plutôt autour de l'âge de l'entrée en primaire, c'est-à-dire vers l'âge de 5-6 ans que c'est idéal.
hein, et on va en reparler. Donc, à la question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'on peut le rééduquer parce qu'on a aussi l'impression que ça va être magique et on va le mettre chez le kiné puis ça va aller. Il faut freiner et dire attendez, on peut le faire, mais plutôt vers l'âge de 6 ans. Voilà, donc je laisse la parole à Lou et à Nathalie, qui ont développé une expertise, qui sont rééducateurs du périnée, entre autres, hein, parce que vous avez d'autres cordes à votre arc, et qui nous aident dans ce centre de référence au quotidien, et donc avec qui on essaye de développer un réseau de ville. Et vous imaginez bien combien c'est compliqué de trouver des rééducateurs spécialisés en pédiatrie dans ce domaine-là. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc on va aborder la prise en charge en kinésithérapie. Alors déjà au niveau du cadre de la prise en charge, donc la rééducation, c'est la mise en œuvre de toutes les techniques susceptibles d'améliorer les troubles de la défécation, donc grâce à des moyens et une communication qui vont être adaptés à l'âge de l'enfant. Donc on va employer des techniques comportementales et instrumentales. Au niveau des principes qu'on va respecter dans notre rééducation, donc il faut la maturation du contrôle neurologique de l'enfant qui vont mener à la propreté et à la conscience corporelle. Quand on parle de maturité du contrôle neurologique, on va attendre que l'enfant donc ait à peu près 6 ans pour qu'il ait en fait le réflexe mictionnel qui soit organisé au niveau du tronc cérébral, qu'il ait un contrôle volontaire par le cortex cérébral et qu'il y ait une disparition des réflexes archaïque. Donc même à 6 ans, la prise en charge elle peut s'avérer compliquée parce qu'on a des enfants qui sont encore parfois un peu immatures, avec des séances qui sont assez longues, 45 minutes, 1 heure chez nous à l'hôpital, donc il peut y avoir des difficultés de concentration. Et on va avoir des prises en charge un peu plus aisées à partir de 8 ans, avec des enfants qui ont une meilleure perception de leur corps, des meilleures sensations internes et une bonne compréhension des consignes. Ça nous arrive parfois d'avoir des enfants avant 6 ans, mais là, on est plutôt sur des propositions de mesures d'hygiène comportementale, par exemple, aider à la mise au pot. Donc, dans les principes, on va aussi essayer de rester toujours avec un ou plusieurs parents, sauf évidemment quand c'est un adolescent, il faut respecter la pudeur, on va demander aux parents de sortir au moment de l'examen périnéal. Et évidemment, il faut le consentement et instaurer une relation de confiance avec l'enfant et sa famille. Donc au niveau de la prise en charge, on va faire un bilan initial à l'hôpital qui va permettre parfois de commencer des techniques de rééducation. Et après, s'il y a un besoin d'un suivi, on va pouvoir le faire soit à l'hôpital si l'enfant habite proche. Donc on va poursuivre avec des techniques de rééducation adaptées et diversifiées. Ou alors il peut y avoir un suivi en ville. Où on va essayer de mettre en relation la famille avec des kinésithérapeutes qui ne sont pas trop loin. Et donc là, les techniques et les outils sont les mêmes. Au niveau du nombre et de la rythmicité des séances, donc c'est vraiment variable selon les cas. C'est en général 15-20 séances, 1 fois par semaine, 2 fois maximum. Et on va être sur un créneau de 30 minutes en libéral et 45 minutes, 1 heure à l'hôpital. Alors, donc, au moment du bilan, donc c'est la première consultation avec l'enfant et ses parents. C'est vraiment un long temps d'échange avec la famille, le patient, où on va évoquer donc les antécédents, le contexte social et familial. Donc, on va voir s'il y a des troubles urinaires associés. On va évidemment évoquer le plan digestif, parler donc des douleurs et de l'historique des douleurs. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va donc aborder l'intérêt de la rééducation et vraiment s'assurer que l'enfant ait compris pourquoi il est là, parce qu'en général, ils ne savent pas trop, pour pouvoir avoir son adhésion par la suite. Donc, on va faire un examen clinique qui va commencer par un examen abdominal. Donc, on commence par toucher la peau du ventre, il y a des cicatrices, voir un petit peu la qualité. Et puis après, aller un peu plus en profondeur. Et si on a eu le consentement de l'enfant, on va aller sur l'examen périnéal. Si on n'a pas le consentement de l'enfant, ça arrive parce qu'il y en a qui ne se sentent pas prêts, ils ont des peurs, ils sont encore immatures. C'est pas très grave parce qu'on a eu beaucoup d'informations au moment de l'échange, beaucoup de données qui vont permettre la mise en place de conseils, de modifications des habitudes de vie. Après, donc au niveau de nos techniques rééducatives, donc on commence par proposer des modifications des habitudes de vie. Donc déjà l'installation aux toilettes. Donc on va expliquer l'importance du relâchement du puborectal.
Donc, pour faciliter l'évacuation des selles, on va utiliser donc, une fiche avec des schémas et on va proposer des accessoires qui vont permettre à l'enfant d'être bien installé sur les toilettes avec un réhausseur, un marchepied, un pot pour que vraiment l'évacuation des selles soit plus aisée. Après, on va proposer donc à l'enfant de se présenter systématiquement à la selle après un ou plusieurs repas. C'est évidemment dépendant de sa disponibilité, des conditions dans la journée et s'il est adhérent à cette idée. Donc, pourquoi après le repas? Parce qu'il y a l'activation de réflexes gastro-coliques. Donc, avec l'arrivée d'aliments dans l'estomac, on va avoir un déclenchement d'une motricité intestinale qui va favoriser l'avancement des selles vers le rectum et donc permettre une vidange plus aisée. On va aussi insister sur le fait qu'il ne faut pas passer trop de temps aux toilettes, donc on va dire inférieur à 7 minutes, parce qu'en fait, quand on est à la selle, c'est vraiment un temps qui est actif, dont le but est la vidange complète du rectum, donc par une exonération spontanée, mais par aussi un temps actif de poussée. Et donc pour cela, on évitera aussi de proposer à l'enfant des distractions, on évitera la tablette, le téléphone portable, des livres, des vidéos, etc. Parce qu'ils vont pas rester focalisés sinon sur leurs sensations. On veut vraiment qu'ils aient une poussée active. Alors donc on a aussi... on peut proposer aussi donc un calendrier défécatoire, un calendrier mictionnel. Donc là, c'est en fait une sorte d'agenda quotidien où l'enfant va pouvoir marquer ses traitements, ses lavements, ses passages aux toilettes plus ou moins productifs, s'il a eu des fuites. Donc ça implique vraiment l'enfant et plus ou moins les parents s'il a besoin d'être accompagné, parce que le but, c'est qu'ils prennent... donc conscience de son hygiène défécatoire, qui s'autonomise. Et ensuite, il pourra revenir plus tard avec ce calendrier rempli pour qu'on puisse un peu analyser ses pratiques et puis émettre de nouvelles recommandations. Voilà, si on le suit. Et ensuite, MAREP a aussi développé des petits livrets conseils pour comprendre et gérer pourquoi les enfants ont des fuites de pipi, de caca, comment faire pipi, comment faire caca, les bonnes positions. Et donc, on vous a mis le lien voilà, qui peut être consulté, qui est disponible. Après, dans la rééducation, on a une approche qui est ostéomusculaire. Donc, on a mis un arbre un petit peu décisionnel. Donc, le but, c'est de normaliser les muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire d'avoir un tonus qui est adapté, un tonus du plancher pelvien adapté. Donc, on va travailler sur la prise de conscience périnéale. Si le périnée, les sphincters sont hypotoniques, au contraire, on va faire du renforcement. Et si à l'inverse, ils sont hypertoniques, on va travailler sur le relâchement davantage. Ensuite, au niveau des muscles du plancher pelvien, on va travailler sur le qualitatif et le quantitatif au niveau de la contraction. Donc, travail sur la contraction maximale volontaire, sur la force, sur l'endurance. Donc là, on a possibilité de cibler plus les fibres musculaires lentes ou les fibres musculaires rapides. Et on va veiller aussi aux synergies. Donc on a des bonnes synergies musculaires, c'est-à-dire engager son transverse abdominal au moment de la poussée. Et on a aussi des mauvaises synergies. Par exemple, au moment de la contraction, on va s'assurer que l'enfant ne contracte pas les adducteurs, les grands fessiers. Et on va aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'hyperpression abdominale en utilisant les grands droits, par exemple. Donc on va contrôler tout ça. Donc la prise de conscience périnéale, c'est vraiment la base de la rééducation périnéale. Donc on va utiliser certains outils simples comme des illustrations, le miroir pour que l'enfant voit lui-même son anatomie, des planches anatomiques, un bassin anatomique. Par exemple, on a ça, voilà, un petit bassin, il peut toucher, il peut regarder, il peut prendre un peu plus conscience. Donc on va vraiment être très attentif à ce que l'enfant apprenne à ressentir, contrôler la contraction, le relâchement, la poussée au niveau donc des sphincters. Donc comme j'ai parlé tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de synergie avec les adducteurs et les fessiers au moment de la contraction. Il ne faut pas qu'il y ait d'asynchronisme abdominopérinéal lors de la poussée. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne coordination. Et on va contrôler qu'il n'y ait pas d'hyperpression abdominale, c'est-à-dire l'engagement du grand droit au lieu d'utiliser son transverse qui est vraiment plus adapté à une bonne poussée.
Du coup, une fois que l'enfant a conscience de son périnée, c'est-à-dire qu'il a compris ce que c'était, à quoi ça servait, comment le contrôler, on peut passer à la partie vraiment rééducative. Donc, du coup, comme on en a parlé Lou tout à l'heure, si on est face à des muscles du plancher pelvien qui sont plutôt hypotoniques, eh ben, on va vouloir les renforcer. Pour que les muscles du plancher pelvien soient fonctionnels, soient compétents, il faut qu'il y ait un bon tonus de base. Il faut également qu'il puisse se contracter suffisamment longtemps, suffisamment fort et suffisamment vite. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, dont l'appareil d'électrostimulation et de biofeedback, le Phoenix. En fait, on va coller 2 électrodes de surface de part et d'autre de l'anus de l'enfant. Et ensuite, ça va enregistrer les contractions des muscles du plancher pelvien. Et ensuite, ça va les retranscrire en fait sur l'écran. Comme ça, il va vraiment pouvoir visualiser la contraction et puis pouvoir aussi l'ajuster. Donc, c'est plutôt du biofeedback positif, parce que du coup, là, on va travailler sur de la contraction. Soit on veut travailler plutôt sur des fibres toniques, donc plutôt endurantes et pas très fortes. Donc, dans ce cas-là, ça va être l'image sur la gauche. Donc des contractions sous-maximales, mais plutôt maintenues dans le temps. Sinon, on veut travailler sur des contractions, sur des fibres plutôt phasiques, donc qui vont se contracter fort, mais pas très longtemps. Donc en abscisse, on a le temps, en ordonnée, on a la force de contraction. Et voilà, l'objectif, en fait, c'est de rester dans le petit tunnel bleu. Et petit bonus, s'il arrive à attraper les avions. Donc, du coup, ça rend la rééducation un peu plus ludique. Si on est face à un enfant qui a plutôt des muscles du plancher pelvien qui sont hypertoniques, eh ben on va vouloir travailler plutôt le relâchement et vérifier également la poussée. Donc on va vérifier que le temps de relâchement, que la sensation en fait du relâchement. On va vérifier aussi qu'il n'y ait pas d'asynchronisme au niveau abdominopérinéal, c'est-à-dire qu'au moment de la poussée, ce qui peut arriver, donc au moment où il va y avoir une pression au niveau abdominal, au lieu d'avoir un relâchement au niveau du sphincter anal externe, on va avoir en fait une contraction. Par conséquent, ça marche un petit peu moins bien. On rencontre souvent en fait, ces asynchronismes chez les enfants qui ont un historique un peu de défécation douloureuse avec par exemple des fissures anales, où du coup il va y avoir une contraction un peu réflexe, plus ou moins volontaire, et ils peuvent garder en fait ce schéma pendant quelques temps. Pour pouvoir objectiver aussi la poussée, pour que nous on puisse bien le voir, parce que parfois c'est pas hyper évident, et pour que l'enfant aussi puisse le voir, on peut proposer aussi des épreuves d'expulsion du ballonnet. En fait, ce sont des sondes avec un petit ballonnet au bout qu'on gonfle ou pas pour mimer une selle. Et on leur demande en fait d'expulser la sonde et le ballonnet. Du coup, ça nous permet de voir s'il y arrive déjà, et au moins de voir en fait si ça va dans le bon sens. Donc en fait, si on est bien sur un travail de poussée, s'il n'y a pas d'inversion de commande. On va également vérifier les hyperpressions abdominales, et dans le cadre du travail de relâchement, on va plutôt travailler donc sur du biofeedback comme tout à l'heure, mais plutôt négatif. C'est-à-dire, donc ça va être l'image sur la droite, on va pas chercher du tout des contractions, mais on va chercher vraiment, on va être le plus bas possible, tout en bas de la courbe, vraiment le plus bas possible. Sur la gauche, vous avez une petite image, une petite photo de la sonde à ballonnet. Donc, il y a la sonde avec le petit ballonnet au bout, une seringue pour pouvoir injecter de l'air et de la vaseline. Dernière technique de rééducation, c'est l'intégration corticale des muscles du plancher pelvien. En fait, ça va être un travail de proprioception au niveau du bassin qui va permettre en fait l'intégration au niveau du système nerveux central, des muscles du périnée et également des muscles stabilisateurs du bassin, en fait, de cette zone lombo-abdominaux-pelvienne. On va travailler en quatre temps. D'abord, on va travailler tout ce qui est contraction isolée, transverse, muscle du plancher pelvien. Puis progressivement, on va apporter du mouvement. Ensuite, des déséquilibres et ensuite apporter de la vitesse. L'objectif, en fait, c'est d'automatiser toutes ces synergies musculaires et de les intégrer dans toutes les activités de la vie quotidienne. Toutes les techniques de rééducation dont on vous a parlé, en fait, elles sont totalement transposables dans toutes les pathologies fréquentes, dans tous les troubles de la défécation, tels que les constipations, les encoprésies, qui sont des pathologies assez fréquentes chez l'enfant, et qui sont d'ailleurs en augmentation, notamment depuis le Covid. Comme on a parlé Lou tout à l'heure, pour les suivis, soit on peut recevoir l'enfant à l'hôpital quand il habite pas trop loin. Autrement, en fait, on peut lui proposer un suivi en ville. Et dans ce cas-là, on essaye de lui trouver des kinés qui peuvent le prendre en charge près de chez lui.
Il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre. La première, déjà, de manière générale, trouver un kiné en ville, c'est pas toujours facile, surtout dans des zones où il y a des déserts médicaux et donc forcément paramédicaux. La difficulté, c'est que ça regroupe 2 spécialités, c'est-à-dire que c'est de la rééducation périnéale et en plus c'est de la pédiatrie. En sortant d'école de kiné, la formation, alors on a des notions un peu de rééducation périnéale, on a des notions un peu de rééducation pédiatrique, mais on voit pas du tout la rééducation périnéale pédiatrique. C'est une formation qui est clairement insuffisante pour se sentir capable de prendre en charge ce type de pathologie à la sortie du diplôme. Par conséquent, il va falloir faire des formations complémentaires. Seulement, ces formations complémentaires, elles abordent souvent les pathologies très fréquentes et il y a peu ou pas du tout d'abord des maladies rares. Pour les kinés de ville, c'est aussi une rééducation qui est un peu chronophage puisque, en général, il faut rester une demi-heure avec le même patient. On ne peut pas pouvoir prendre d'autres patients en même temps et du coup, c'est pas forcément très lucratif et ça peut en décourager quelques-uns. Et concernant tout ce qui est le temps en fait, de coordination, le temps de contact avec les prescripteurs ou avec les kinés qui les envoient, ou même les temps de formation, en fait, souvent c'est du temps perso, c'est sur le temps perso et c'est un temps qui n'est absolument pas valorisé, qui n'est pas rémunéré en ville. Autre difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il n'existe pas d'annuaire regroupant tous les kinésithérapeutes spécialisés en rééducation périnéale. D'autre part, Célia vous en parlera mieux que moi, mais il est extrêmement difficile d'en créer un et la mise à jour, elle est quasiment impossible puisqu'en fait, il y a un gros turnover chez les kinés, donc en fait, ça nécessiterait qu'on les contacte à chaque fois assez régulièrement pour savoir s'ils exercent toujours au même endroit et s'ils exercent toujours en fait cette spécialité. Nous, ce qu'on utilise, c'est l'annuaire de l'EIRPP, qui est un organisme de formation privé, qui regroupe tous les kinés qui sont passés par leur formation. Du coup, c'est un annuaire qui est très incomplet, puisqu'il y a plein d'autres organismes de formation en rééducation périnéale. Là, ça regroupe que ceux qui sont passés chez eux. Et de plus, il n'y a pas de mise à jour régulière. Donc, en fait, on peut avoir fait la formation, mais pas du tout exercé dans cette discipline. Et puis, on peut avoir déménagé. C'est pas tout à fait... c'est pas à jour, mais ça nous donne quand même une petite base et avec un peu de chance, on arrive à trouver quelqu'un. De plus, il y a les patients aussi, ils viennent pas souvent ils n'ont pas souvent des comptes rendus d'hospitalisation, ils savent pas toujours bien expliquer en fait ce qui s'est passé. Et donc du coup, ça crée un peu un contexte pour le kiné en ville qui est un peu compliqué avec plein d'informations qui sont manquantes et ça peut en rebuter quelques-uns. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est qu'à chaque fois qu'on propose en fait un suivi avec un kiné de ville, c'est qu'on essaye de leur donner le bilan qu'on a fait en consultation. Et à chaque fois, en fait, on leur remet notre adresse mail et on leur dit qu'on est disponible et qu'ils peuvent nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Et donc, on arrive à avoir quelques échanges avec les kinés de ville, notamment lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans la prise en charge, mais ça reste quelque chose d'assez à développer encore. Voilà, donc c'était simplement pour illustrer, alors ça c'est l'application qu'on a développée grâce au soutien aussi de l'assistance publique pour justement faire un calendrier défécatoire en ligne. C'était un petit clin d'œil qui peut aider aussi les kinés de ville, puisqu'il y a un board et un hébergeur de données de santé qui permet d'avoir les données a posteriori ou en live aussi d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on s'est heurté très vite quand on a voulu développer il y a 15 ans un réseau de kinés de ville formés au périnée à une fin de non-recevoir en fait de la part de certains instituts de formation qui n'ont absolument pas voulu qu'on publie en ligne les données. Du reste, c'était interdit à l'époque. Je crois que la législation évolue, mais elle ne va pas forcément aussi nous aider. On a beaucoup de mal, comme l'a dit Nathalie, à mettre à jour ce répertoire de kinés de ville. Donc on reste toujours avec du papier, un petit annuaire, du bricolage qui n'est absolument pas satisfaisant. Une mise à jour qu'on fait nous-mêmes en rappelant des fois les kinés nous-mêmes pour vérifier qu'ils exercent toujours. Et on est confronté à finalement une absence d'évolution et vous êtes contrainte souvent à faire vous-même les rééducations pour en tout cas les enfants qui habitent proches. Alors c'est dommage parce que c'est une expertise qu'on a développée mais vraiment in situ. C'est inédit en France. Hein. On est le seul établissement français à faire de la rééducation périnéo-sphinctérienne de l'enfant dans ce contexte particulier des malformations du périnée. Mais on a beaucoup de mal à trouver des kinés de ville. Donc on peut discuter sur aussi les problématiques
problématiques que vous avez peut-être rencontrées, vous, dans vos réseaux autres. Mais c'est un vrai souci et c'est dommage aussi de ne pas pouvoir valoriser. Et pourtant, on essaye d'intervenir dans des instituts de formation, mais ça ne fabrique pas de kinés de ville pour autant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est une assez bonne illustration de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance du personnel paramédical, j'aime pas ce terme du tout, mais spécialisé dans la prise en charge. Je vous propose de regrouper les questions sur toute la thématique des réseaux après la deuxième présentation, et donc de rester à proximité.